pourra pas. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Le Kiosque sur Zouk Télévision. J'espère que vous avez passé une excellente journée malgré cette pluie. Et nous sommes mercredi ce soir. Nous enregistrons l'émission avec une journée en avance puisque demain c'est férié. Et voilà. Donc demain, il semblerait que demain, on sera en vigilance orange, je crois. Hein. Ça va encore, semble-t-il, se dire aussi. Ah bon? Il semblerait. Avec la météo, comme dit Carlos, on ne sait pas. Comment ça va, Madame Delors? Je suis content de vous voir. Merci, moi aussi. Mais bonjour à toutes et à tous et toutes les téléspectatrices et téléspectateurs. Merci, Monsieur Granier. Merci, Madame Delors. Michel, je te sens un petit peu crispé, c'est parce que Madame Delors est à côté de toi. Bonjour, Michel. Contraire. Bonsoir, du moins. Bonsoir. Bien au contraire. Nous avons été conseillers municipaux ensemble dans l'opposition à l'actuel maire de Fort-de-France, à la précédente mandature. Par conséquent, non. Mais ça va, moi, je continue à avoir des réactions plutôt positives de notre émission, de gens qui m'interpellent et qui nous demandent de continuer à tracer notre voie sur le mode qu'on a choisi. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Michel. Monsieur le maire, bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonsoir, pardon. Quand même à 7 heures. Bonsoir, oui, on est un peu déphasé. Oui, un petit peu. On est coupé de la lumière naturelle. Ça va, Yann? Bonsoir, ça va bien, oui. Merci. Fatigué après ces 3 jours de fête? J'ai pas trop fait la fête, mais fatigué, oui, un peu quand même, oui. C'était prenant. Très bien. Mais agréable. Très bien. Merci beaucoup, Mathieu. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonsoir à tout le monde sur le plateau. Bonsoir bien sûr à l'ensemble des téléspectateurs et des téléspectatrices. Ravi d'être parmi vous. Et puis comme Michel, je tiens à remercier tous ceux que je rencontre au quotidien, que ce soit ceux qui m'encouragent, ceux qui échangent sur les différents sujets. Et d'ailleurs, on continue très souvent. Et je suis ravi d'avoir leur avis parce que ça permet franchement d'avoir une diversité d'avis et ça fait des fois qu'on peut changer d'appréciation face à un sujet. Donc je suis content d'échanger avec eux, je les remercie. Et puis une semaine un peu difficile en début de semaine parce que j'ai dû malheureusement faire beaucoup d'enterrements, j'ai vu beaucoup de personnes disparaître. Nos 2 grandes maisons, Fred Clio, Monsieur Germani qui travaille à la mairie de Schellcher et qui est mort malheureusement dans un accident. Germani qui a eu un accident de plongée avec son fils et qui est décédé, qui était sapeur-pompier volontaire, etc. et qui travaille à la mairie du Prêcheur. Ça s'est passé au Prêcheur, c'était son enterrement hier aussi. Et d'ailleurs, il y avait énormément de monde à cet enterrement. Les sapeurs-pompiers lui ont rendu hommage. Et ce sont des gens qui se dévouent. Et toutes ces personnes-là ont été dévouées à la cause et ont travaillé au quotidien pour aider la population martiniquaise. Donc, faut leur rendre hommage et c'est important. Très bien. Bonsoir, Karine, ça va? Bonsoir, Manu. Bonsoir à tous nos chroniqueurs et chroniqueuses. Je suis ravie de vous retrouver. Et puis, j'espère qu'on va passer une bonne émission avec les Martiniquaises, les Martiniquais et les autres qui vont nous regarder ce soir. Très bien. Alors, nous allons donc commencer par 2 hommes et 3 blessés par balle au cours de ce week-end. Tu n'as pas salué Si. Ah, tu as été inattentif, mon cher. Ah bon? Oui. Merci quand même de d'accord. cette sollicitude et de penser à moi. Je les salue, mais comme tu venais de parler de Madame Delors, Tu t'es troublé. Donc tu t'es pas encore redescendu sur terre. On continue à être troublé. Alors, 2 homicides et 3 blessés par balle au cours du week-end en Martinique. La violence qui continue et en plus c'est un jeune du côté de Volga, c'est ça? Oui, il y a eu notamment un des homicides qui s'est passé à Volga-Plage. Il y a un jeune de 37 ans qui a été décédé. Il y a un autre jeune qui a tiré sur lui. Je ne vais pas donner son âge parce que l'enquête est en cours, les choses sont en cours. Mais malheureusement, et puis il y a eu aussi un décès au niveau de la place François Mitterrand par arme blanche. Et les enquêtes sont en cours et malheureusement, c'est encore 2 décès de trop. Nous sommes déjà à 9 homicides en Martinique. Rappelons que l'an dernier, il y en avait 24 et que nous sommes le 3e territoire où il y a le plus d'homicides. Devant nous, on retrouve la Guyane et la Guadeloupe, malheureusement. Devant la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane ont plus d'homicides qu'ici. Plus d'homicides qu'en Martinique. Par rapport au nombre d'habitants, bien sûr, le ratio est fait. Après, on retrouve Marseille, etc., quelques grandes villes, Lyon, plus ou moins. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ça, messieurs, dames?
Sinon, on dit peut-être les mêmes choses. La violence est ouverte, la Martinique, mais bon. Moi, je vais redire ce que j'ai toujours dit. C'est un signe de la décomposition de la société de la martiniquaise. Cette société est en crise économique, sociale, identitaire, culturelle, d'une part. Et d'autre part, c'est le résultat de un certain nombre d'années où on a abandonné les principes même de l'éducation, c'est-à-dire l'autorité, le respect. N'est-ce pas? Je ne peux pas m'empêcher, chaque fois, je le redis, étant professeur d'arts martiaux, bon, hier soir nous avons fait un cours de préparation à une compétition. Bon. Il y a des gens qui n'écoutent pas. Bon. On les sanctionne, il faut faire 10 pompes. C'est ce qui a failli t'arriver tout à l'heure quand tu n'as pas entendu. Hein? Exactement. Exactement. Mais tu as fait 10 pompes là-bas. Non, ce que je veux dire par là, c'est que il ne peut pas avoir de société sans respect. Sans respect. Bon. Alors, de plus, il y a le phénomène, bien sûr, du narcotrafic, de la drogue. Parce que j'ai entendu un policier s'exprimer encore que ce n'est pas, je ne vois pas pourquoi c'est un policier qu'on interroge après un meurtre. Hein. Bon. Mais enfin, ça doit être un syndicaliste, parce que les autres ne peuvent pas parler. Et en plus, un syndicaliste d'un syndicat plutôt orienté à l'extrême droite. Bon. Oui, mais les autres ne peuvent pas parler. Il faut être syndicaliste pour parler. Fais-moi la parenthèse. Bon, parce que, qu'est-ce qu'il dit? La cause de ces problèmes, c'est le laxisme de la justice. Bon, c'est faux. Et le manque d'effectifs. C'est faux. Non, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Bon, il y a des audiences, des comparutions immédiates, régulièrement, etc. C'est pas vrai. Bon. Par conséquent, et d'autre part, le problème n'est... En supposant qu'on les mette tous en prison, on ne réglerait pas le problème. Parce que le problème, je vous l'ai dit, c'est un problème de décomposition d'une société qui a perdu ses bases. C'est ça. Madame Delors, vous qui êtes enseignante, oui. Est-ce que cette violence-là, vous la retrouvez dans votre école ou dans les écoles ou... Ce qu'il faut dire d'abord, c'est qu'on ne doit jamais s'habituer à ce niveau de violence. Et notre drame, c'est cette accoutumance qui peut nous rendre indifférents à cette fragilité. Parce que quand on rappelle les chiffres, il faut quand même les dire, aussi bien les violences infrafamiliales, nous sommes au 4e rang, les féminicides, pareil. Il y a ces violences, c'est dû à quoi? Je dirais d'abord que, tu as raison de dire qu'il y a un délitement, une destruction du lien social. Et cette destruction du lien social est rendue invisible par une forme d'idéologie qui tend à racialiser tout. À partir du moment où on ne pose pas la question sociale et qu'on pose en avant, en priorité, la question identitaire, on laisse de côté l'essentiel, à savoir qu'est-ce qui fait qu'on tient debout et qu'est-ce qui fait qu'on tient ensemble. Quand on avance des chiffres, c'est pas pour nier la réalité, c'est pour bien montrer qu'il faut nécessairement un véritable regard et je dirais une occasion de rappeler que le vivre ensemble, ça suppose un projet global. Et je voudrais saisir l'occasion, je dirais, de saluer tous ceux qui sont sur le terrain. Autrement dit, les éducateurs, autrement dit, les assistants sociaux, les enseignants, collèges, lycées, écoles, universités. Saluer ceux qui sont
au-devant de ces difficultés et qui se battent sans moyens. Et ça, pour tous les secteurs. Les moyens sont dérisoires parce que les difficultés sont immenses. Difficultés dans les familles qui sont très souvent, je dirais, pointées du doigt et pas suffisamment aidées. Donc là, je dirais qu'il faut absolument, malgré toutes ces difficultés, continuer à occuper le terrain. Occuper le terrain et aider, ne serait-ce que près de chez nous. Et là aussi, je dirais que, comme je suis enseignante, je salue tous les enseignants en cette fin d'année où c'est difficile, les résultats, les conseils de classe qui vont s'enchaîner, les orientations et aussi les élèves qui sont en grande souffrance dans l'attente d'une réponse de Parcoursup. Parce qu'on parle de cette violence physique, mais il y a cette souffrance, je dirais, morale de nos jeunes. Et c'est pas sûr que les adultes soient bien outillés pour les détecter. Et donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, ça doit être une priorité, ça. Cette fragilité au niveau psychologique et au niveau des familles. Voilà ce que j'avais à dire. Oh, monsieur, mais vous êtes à la tête d'une grande commune. Oui. La violence, je suppose que vous en occupez aussi dans votre commune, mais est-ce que, au début de votre mandature, est-ce que ça a évolué? Est-ce que ça s'est... Oui, ça a évolué dans le bon sens, fort heureusement. Mais je rejoins le constat général que notre société se dilite, quoi, finalement. En tout cas, les repères qui faisaient le vivre ensemble, qui constituaient le vivre ensemble, ne sont plus admis, reconnus par tous. La violence est devenue, pour certains, leur quotidien. Quelqu'un ce matin me disait que certains ont perdu le sens du bien et du mal, la notion de bien et de mal. Et ça, effectivement, ça conduit à cette société violente, brutale. Alors, mais je vous rejoins tous les deux quand vous dites qu'il ne faut pas baisser les bras pour autant. Et effectivement, l'interpellation de Mano est interpellant quelqu'un qui a un peu les mains dans le cambouis, parce que le maire, il est confronté à cette réalité-là. Hein. Des fois, on m'appelle pour me dire il y a eu telle chose, ou, etc. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'après, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il faut que chacun fasse quelque chose. C'est vrai, un petit quelque chose. Là, il faut qu'on essaie de redonner des repères à ces jeunes-là, en essayant de déceler le plus tôt possible les familles en difficulté. Souvent, c'est le fruit des familles en difficulté. Essayer de déceler le plus tôt possible les enfants en difficulté. Essayer de faire comprendre à certains parents qui sont dans le déni que c'est pour leur enfant qu'on essaie de faire quelque chose. C'est pas contre l'enfant. Et quand ils disent « c'est mon petit qui est le plus gentil, ce que vous me racontez là, c'est pas vrai », alors qu'il vient d'agresser dans l'école, dans des conditions inacceptables, le petit camarade, il ne faut pas que les parents disent « mais c'est pas vrai, c'est pas le petit que je connais qui est si gentil chez moi, etc. » Il faut qu'ils entendent ça et qu'ils comprennent que c'est pas nécessairement qu'il faille condamner cet enfant, il faut l'aider quand il est un enfant. Après, quelquefois, il faut un peu de répression. Hein. Il faut remettre tout ça un peu dans les rangs. Alors, qu'est-ce que nous faisons quand on est confronté Moi, je regarde le truc, je dis, qu'est-ce que je fais? Je suis maire, qu'est-ce que je peux faire? Alors, d'abord, immédiatement faire le diagnostic sur les points chauds de la commune. Il y a des points chauds. Ensuite, essayer d'identifier les auteurs. Hein. C'est compliqué, parce qu'on n'a pas le droit de ficher, entre guillemets. Aux États-Unis, quelqu'un qui se fait repérer, on fait sa photo, on commence à l'identifier tout de suite, et il y a une fiche sur lui, on t'a repéré 3 fois, dans telle circonstance, commettant tel délit, etc. Ici, c'est interdit. Là, donc, c'est plus compliqué, parce que pour identifier comment il vit, quel est son environnement familial, alors il y a les contrôles d'identité. Mais c'est compliqué de faire régner, entre guillemets, l'ordre. Les rassemblements publics, les petites incivilités, qui sont le début de la contestation de l'autorité. On s'installe sur les trottoirs, on ne laisse pas passer les personnes âgées, qui doivent descendre dans la rue,
qui n'osent rien dire. Tout le monde ferme les yeux, le maire tourne la tête, la police tourne la tête, etc. Non, il faut remettre de l'ordre, donc il faut remettre l'autorité. Donc moi j'ai décidé, j'ai demandé à la police de veiller à ce que tous ces points d'incivilité, eh bien, on les relève, qu'on fasse de la prévention, qu'on fasse de la discussion. Il y a ce qu'on appelle des agents de prévention, c'est-à-dire des personnes qui sont pas comme la police dans une forme, même si la police doit s'inscrire aussi dans le dialogue, mais des gens qui sont là pour essayer de parler avec eux et leur expliquer pourquoi on n'est pas d'accord avec tel comportement. Et puis on met des caméras, on renforce l'éclairage à certains endroits, on met en place des dispositifs d'accompagnement avec l'insertion, parce que souvent ce sont des personnes qui ne sont pas formées, qui se sont marginalisées, qui vivent du RSA et, j'allais dire accessoirement, quelquefois c'est l'inverse, le RSA c'est l'accessoire, et de petites opérations de délinquance qui font du deal, soit ils vendent des cigarettes de contrebande, ils vendent de l'alcool de contrebande, ils vendent de manière plus répréhensible des drogues. Bon. Donc, et tous ces gens-là, ils vivent, ils arrivent à vivoter, mais ils causent en permanence des troubles. Et leur positionnement finit par provoquer des tensions entre eux, quelquefois, très souvent d'ailleurs, c'est entre eux-mêmes, et puis ça tourne, si je puis dire, à la bagarre. Donc, qu'est-ce que je peux dire, moi? Tout le monde y va de sa bonne volonté, les enseignants font le maximum, la justice fait aussi ce qu'elle peut, hein. On ne va pas mettre tout le monde en prison, comme tu dis. La banalisation, malheureusement, ne facilite pas les choses. Autrefois, quand on avait été en prison, on était assez mal vu. Aujourd'hui, c'est presque un galon. Et puis les parents, les amis disent, ben voilà, finalement, il n'a pas fait grand-chose, vous n'avez quand même pas lui reprocher ça. Bon, voilà. Donc, il y a une banalisation. C'est compliqué. C'est une société nouvelle avec laquelle nous devrons composer. Donc moi, je pense que ce qu'il faut, c'est la répression, la prévention, l'accompagnement, l'éducation, la surveillance. Voilà, moi, c'est ce que j'essaie de faire. Très bien. Mathieu. Donc c'est vrai que c'est ce qu'on... je ne peux pas reprendre ce que tout le monde a dit, mais il y a une réalité. La réalité, c'est qu'on a vraiment trop d'homicides en Martinique. Notamment, il faut faire le lien avec ce qu'ont dit certaines personnes ici déjà ce soir, notamment le trafic de drogue. 54 tonnes de cocaïne saisies en Hexagone, 34 tonnes saisies dans nos territoires, en Martinique, Guadeloupe, Guyane, dans nos eaux. Donc, qui dit de la drogue, de la cocaïne, dit qu'il y a un trafic d'armes aussi parallèlement qui se met en place. Et il y a une circulation d'armes importante. Et c'est souvent beaucoup d'homicides par arme à feu, malheureusement, et de plus en plus d'armes qui circulent. Et il faut pouvoir lutter contre cela. Donc, l'État dit qu'il normalement en janvier, du moins en juin, il y a 2 radars qui sont censés être mis en place, etc. Plus des drones qui arrivent, on verra ce que ça donne. Mais ça ne passe pas que par la répression. J'ai déjà vu au moins une dizaine de ministres de l'Intérieur sur ce sujet-là. Je les ai déjà rencontrés, j'ai déjà vu des interventions, il y en a plein qui sont déjà venus en Martinique. Et pourtant, les choses ne s'améliorent pas et ne changent pas. Tout ne passe pas par la loi sur le narcotrafic qui a été votée en Hexagone. On ne va pas entrer dans les détails, parce qu'on n'aura pas le temps, mais ce n'est pas ce qui va résoudre la situation. Il faut vraiment, comme l'ont dit certains interlocuteurs ici, travailler sur l'insertion. Et il y a des signaux qui sont négatifs, qui sont donnés en ce moment. Quand on voit que les contrats aidés vont diminuer là, en ce moment, au-delà du fait qu'ils vont diminuer de près de 900 contrats aidés pour la Martinique, ce qui se passe, c'est-à-dire que le montant de la prise en charge qui était d'environ 80%, voire 70%, va diminuer encore. Donc, ce qui fait comment vont faire ces associations-là qui aident ces jeunes à s'en sortir. Parce que oui, le secteur, notamment associatif, en Martinique, c'est 12 000 emplois. C'est énorme quand on connaît le taux de chômage dans nos territoires. Et aller prendre le risque de mettre ce secteur-là encore plus en difficulté qu'il ne l'est déjà, c'est des jeunes qui seront oisifs et qui peuvent être tentés par le secteur informel et par des petits trafics pour essayer de s'en sortir. Et c'est qui dit trafic après conduit à des choses très graves qui peuvent se passer au quotidien pour nos territoires. Donc ce qui fait qu'il faut agir à ce niveau-là. Et malheureusement, il n'y a pas des signaux intéressants à ce niveau-là. Et puis sans compter ce qu'a dit déjà tout le monde ici, tous les lieux de socialisation se sont un peu effondrés. La famille, l'école, les différents lieux. Avant, il y avait même la religion qui joue un rôle de socialisation très important. Et actuellement, il y a un effondrement de tout cela et ça conduit à des comportements déviants et très graves qui peuvent se dérouler dans nos territoires, malheureusement. Il y avait de l'AOB.
Il y avait aussi le service militaire. Le service militaire, mais qui sera pour l'instant pas remis en place, malgré le fait qu'on entend qu'on va mettre des moyens très importants pour l'armement. Mais on ne parle pas de service militaire. Pourquoi? Parce que pour une raison très simple, ça représente un coût très important. Parce qu'il ne faut pas oublier ça. Derrière le fait qu'on ait supprimé le service militaire, il y a le fait aussi un enjeu financier et budgétaire. Très bien. Karine, sur la violence, sur ce que la Martinique vit. Alors, j'ai tout d'abord une pensée pour les proches de la femme trans qui a été tuée ce week-end. On n'a pas mis l'accent. Il y a une femme trans qui a été tuée ce week-end. Alors, crime homophobe ou pas, on ne sait pas. Mais je me demande si tout le monde sait ce que c'est que la femme trans. Eh bien, c'est quelqu'un qui est né homme et qui a effectué une transition corporelle pour se rapprocher du corps de la femme. D'accord. Et donc, il y a une manifestation ce soir, je crois, aussi devant le Conseil général. Hier soir, il y a eu un hommage au niveau du Conseil général vers l'ex-France-Antilles dans le secteur où il y a eu l'homicide. D'accord. Donc du coup, bien entendu, une pensée pour les proches et pour les proches de toutes les personnes victimes de violences d'une manière générale. Les violences faites aux femmes sont particulièrement prégnantes en Martinique. Là aussi, nous avons tous à nous remettre en question par rapport à la considération que nous avons les uns envers les autres et le recours à la violence, qu'elle soit verbale ou autre, pour régler les problèmes. Déjà, il y a ça. Chose qui favorise aussi la violence dans la société, le contexte social. On sait pertinemment que ce n'est pas valable strictement en Martinique, mais que la précarité, la pauvreté sont des facteurs qui favorisent le recours à la violence, l'attrait au trafic en tout genre, notamment le narcotrafic, qui permet de faire entrer aussi des armes en Martinique, pas que de la drogue. Et malheureusement, plus il y a d'armes qui circulent, plus les violences sont accessibles, parce qu'on a le pouvoir d'interagir avec la vie de quelqu'un. Et ça va très vite avec la violence qu'il y a sur les médias. C'est très banalisé. Sauf que quand on est très jeune et qu'on se retrouve avec une arme en main, malheureusement, on n'a pas cette notion-là de se dire que ce sont des acteurs que l'on voit à la télé et que la vie est précieuse. Et malheureusement, des fois, faute d'encadrement, faute d'amour au sein du foyer ou même à l'extérieur du foyer, certains se retrouvent surexposés à la violence et à faire usage de la violence eux aussi. Et puis, on a parlé de cohésion sociale tout à l'heure. J'aimerais dire que le fait qu'il y ait autant de choses, de valeurs déconstruites dans la société est un facteur favorisant la violence. Le fait que l'on ne ressente plus la valeur de la justice, la valeur du respect, la valeur de l'honneur, de la dignité, du fait d'avoir un minimum de bienveillance les uns envers les autres, ça aussi, ça installe un contexte favorable à cette vulgarisation de la violence. Et malheureusement, mais des fois pour des peccadilles, même sur la route. Même sur la route, les gens s'invectivent, ils s'injurient, ils peuvent sortir une arme pour un problème. Donc là aussi, nous avons tous un rôle à jouer dans la cohésion de notre société. Nous avons tous un rôle à jouer dans la solidité de nos liens. Et les inégalités et les injustices ont elles aussi un rôle à jouer. Donc réfléchissons bien à la façon dont on s'organise pour vivre ensemble, pour mieux vivre ensemble. Alors, qui va succéder au prochain pape? Le prochain visage de l'Église catholique, le conclave qui va désigner le successeur au pape François s'annonce ouvert. Et ce sera une fumée blanche qui va annoncer qu'on a désigné un pape. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment de la politique. Je sens qu'il y a des gens qui jouent sur celui-là. C'est éminemment politique. C'est éminemment politique, même là. C'est éminemment politique. Ça dépend ce qu'on appelle politique, mais c'est vrai qu'il y a, dans le contexte en plus, moi je vais dire de la diplomatie. Pourquoi? Parce que dans le contexte international dans lequel on est,
effectivement, on voit qu'il y a une nécessité d'avoir... Ça peut être un enjeu. L'enjeu diplomatique peut donner des orientations dans ce qui va se passer, qui va se dérouler. C'est assez vrai. Au-delà de, bien sûr, des enjeux classiques, comme ça s'était passé avec le pape François, notamment parce qu'on sait qu'il était très proche des personnes en grande difficulté, en précarité, etc. Mais bon, c'est vrai qu'on ne sait pas, il y a quand même 133 cardinaux qui vont voter. Et sur ces 133 cardinaux, pour un peu donner une orientation, 108... Mais il y en a qui ont déjà dit qu'ils ne veulent pas être pape, hein. Oui, il y en a toujours, en tout cas, qui disent qu'ils ne veulent pas. Notamment, on sait pas ce qui s'est passé dans le conclave là aujourd'hui. Mais tu en as. Oui, c'est vrai que Trump a publié sur son site, notamment la Maison Blanche aussi, hein, a publié une photo de lui en pape. Donc bon, franchement, c'est où on peut voir ça. Mais il y a un vrai renouvellement parce qu'il y a 70 pays qui sont représentés dans le conclave. Il y a 133 cardinaux. Sur les 133 cardinaux, il y a 108 qui ont été nommés par le pape François. Et si on doit faire des rapports de force, par exemple, les papes européens représentaient, à l'arrivée du pape François, 52%. Là, maintenant, ils représentent plus que 43%. Donc, on voit qu'ils sont quand même en minorité par rapport à certains continents. Ce sont les Africains qui, en ce moment... Ce sont les pays émergents, c'est-à-dire l'Asie avec... Je parle au niveau de religion, hein, l'Asie, mais pas que religion d'ailleurs. L'Asie avec les pays africains. Mais on retrouve, par exemple, on retrouve, par exemple, dans les pays africains, beaucoup de personnes qui sont des traditionalistes, contrairement au pape François. C'est pour donner un peu parce qu'il y a des traditionalistes et des modernistes aussi. Donc il y a cet enjeu-là aussi, et parce que beaucoup de personnes s'étaient un peu opposées au pape François, ils n'étaient pas d'accord avec lui, hein. Notamment je parle au sein du Saint-Siège et de l'Église. Donc ce qui fait qu'il y a ces courants religieux là aussi qui sont en train de s'affronter. Mais pour moi, au-delà du pape qui sera choisi, il aura, comme je serais tenté de dire, comme tu parles de politique, il aura un enjeu budgétaire aussi très important. Parce que le Vatican, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas florissant. C'est-à-dire qu'ils ont un budget entre 1 milliard et 1 milliard 200 millions, mais chaque année, ils génèrent 80 millions d'euros de déficit. Chaque année, qu'ils n'arrivent pas à résorber, malgré le fait qu'ils vendent environ 30 à 40 millions d'euros chaque année de biens. Et aussi le fait que le pape François ait décidé de faire des économies. Par exemple, sur les cardinaux qui ont une indemnité de 4 500 €, il leur a retiré 10% de leur indemnité pour pouvoir essayer de résoudre ce déficit-là. Mais malgré cela, ils n'arrivent pas à résoudre ce déficit. Et puis, il y a surtout quelque chose qui a vraiment changé la donne, c'est le fait des dons des fidèles. En 2006, les dons des fidèles représentaient 100 millions d'euros. Actuellement, les dons des fidèles représentent 50 millions d'euros. Donc, ce qui fait que l'Église crée un déficit permanent et constant. Et à ce niveau-là, il y a un enjeu aussi très important pour le futur pape. Monsieur Monplaisir, monsieur le maire. Moi, je crois que, comme je suis croyant et pratiquant, je crois que l'Esprit de Dieu va les éclairer et qu'il en sortira un pape sage, comme ils le sont en général. Donc, je comprends qu'il y ait tous ces enjeux qui sont une réalité, hein, de sphère d'influence, d'adhésion à des thèses plus ou moins conservatrices, hein. On peut dire, tu l'as évoqué, il y a par exemple sur le plan des mœurs des positions qui sont assez opposées, hein. On a vu une partie du clergé africain ne pas suivre les positions du pape. Et d'ailleurs, ça n'est pas sans conséquences politiques, puisque ceci explique sans doute l'attractivité, l'attraction exercée par Poutine sur une partie non seulement du clergé, mais des Africains qui vivent très mal, par exemple, les évolutions en matière de respect des droits et des droits d'expression et des droits d'être, tout simplement, par exemple, des transsexuels. Hein, c'est une réalité. À l'intérieur de l'Église, c'est un vrai débat. Et donc, il y a ça, il y a d'autres éléments également. Donc, évidemment, c'est par définition politique, puisque ça repose sur le jugement des hommes. Mais comme je crois qu'il sera éclairé par Dieu, je ne doute pas qu'il soit un bon jugement. Madame Delors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce qu'il y a tous les scandales sexuels aussi. Je pense que tu parlais de la dîme, la dîme. Oui. Je pense que c'est ça qui fait les gens s'en aller un petit peu, hein, et puis ne pas donner d'argent. Hein. Aussi, il y a ça aussi, mais ils ont souffert aussi, effectivement, on l'a dit, mais ils ont souffert aussi de la fermeture des lieux, des musées, etc., notamment durant la période du Covid aussi. Ça a creusé aussi leur déficit. Madame Delors, pardon. Oui, merci. Alors, d'abord, je voudrais quand même donner une information sur le mot délitement.
pour expliquer à ceux qui nous écoutent, c'est fracturer une société divisée. D'accord? Donc, concernant le pape, je dirais d'abord que le pape, c'est un homme d'État. Il faut pas oublier ça. Et donc, et que la doctrine de l'Église est forte. Il n'y a pas de pape de gauche ni de droite. Il y a une doctrine traditionnaliste forte, comme dans toutes les religions. Et donc, par conséquent, je dirais que l'enjeu, c'est pas de pape africain ou pas africain. L'enjeu, c'est est-ce qu'aujourd'hui, dans un cadre qui est fort, restreint, parce que la doctrine de toute religion, ça bouge de façon millimétrée. Et c'est à l'intérieur d'un mouchoir de poche, ça bouge. Donc, il ne faudra pas attendre de grosses, de grosses transformations. Déjà, le pape François avait béni, n'est-ce pas, des couples d'homosexuels. Je rappelle que l'Église n'est pas contre l'homosexualité, c'est contre la pratique. C'est la pratique de l'homosexualité qui est considérée comme un péché. D'accord? Et donc, par conséquent, l'Église catholique, puisque c'est l'Église catholique dont il s'agit ici, c'est amour, c'est une religion du cœur. C'est ce qui explique pourquoi il y a des millions de fidèles partout dans le monde. Il y a des religions qui sont concentrées dans certaines parties du monde, mais les catholiques sont partout. C'est dans ce sens que c'est une religion universelle et structurée de façon pyramidale. Et donc, c'est pourquoi il y a un intérêt, il y a un deuxième intérêt pour la démocratie. Je dirais, c'est parce que, justement, les droits de l'homme, je dirais, ont pour fondement, justement, le christianisme. Pourquoi? Parce que disent les chrétiens? Eh bien, nous sommes égaux nous sommes des créatures égales devant Dieu. Eh bien, ce principe-là a été laïcisé. Et c'est pourquoi la laïcité, c'est un fondement catholique, chrétien. D'accord? Donc, d'où l'intérêt qu'il y a à regarder, je dirais, comment ça va, on va dire, tenter d'évoluer, mais c'est uniquement cet aspect très simple et très millimétré. Et ce qu'il faut bien dire, c'est que l'homme a besoin de transcendance. Et on peut faire ce qu'on veut. La transcendance peut être laïque comme non laïque. Parce que la laïcité, la laïcité, c'est dire quoi? C'est dire que non seulement on respecte toutes les religions, mais on respecte ceux qui n'en croient pas aussi. C'est ça la laïcité. C'est pas la tolérance. La tolérance, c'est que tout le monde doit être dans une religion et on doit s'accepter. C'est ça la tolérance. La laïcité, on doit respecter ceux qui ne croient pas. Voilà, donc il faut bien faire le sens, il faut bien, je dirais, préciser le sens des mots. Des mots. Voilà. Alors, avant que Michel intervienne, Karine? Oui, alors, pour rappel, cette élection, parce que c'est quand même une élection, se passe à la Chapelle Sixtine. Il y a 70 pays qui vont voter. Comme disait Mathieu, il y a 80% de cardinaux qui ont été nommés par le pape François. Le futur pape devra définir les grandes orientations de l'Église et la diplomatie mondiale. Donc oui, c'est éminemment politique. Oui, il y aura de grandes influences au travers de ça, et surtout pour faire face aux grands enjeux tels que l'émancipation de l'Église, l'émancipation des peuples à travers la considération de l'Église qui a nourri le colonialisme. Il ne faut pas oublier que l'Église a joué un rôle dans les différentes déviances de pouvoir à travers les siècles. Et c'est particulièrement attendu à une époque où on est en quête d'identité, de reconnaissance et de réparation. On peut dire ça comme ça. Il y a le rapport occidental, donc le fait que le grand continent ait toujours dominé le monde, et il y a des papes des autres continents, des cardinaux des autres continents qui veulent faire exister aussi la religiosité à travers leur point de départ, leur point d'ancrage.
Il y a aussi la question des orientations sexuelles. Il y a aussi la question des abus sexuels dans l'Église. Et entre ça, l'application stricte du texte biblique ou encore la gestion de la justice et de la reconnaissance de l'Église qui a perdu énormément de pratiquants ces dernières dizaines d'années, il aura beaucoup de choses à faire. Et la tâche est grande. Et l'un de ceux qui est pressenti parmi les favoris, c'est le cardinal Robert Sarah, qui est africain et qui est particulièrement conservateur. Donc il y a un risque quand même. C'est un euphémisme. Oui. Pourquoi tu souris, Michel? Mais on peut se demander aussi pourquoi une femme n'aurait pas pu être pape, en fait. Alors, premièrement, parce qu'une femme ne peut pas être prêtre. Parce que pour être cardinal, il faut avoir été prêtre. Oui, bien sûr, mais pourquoi on éloigne les femmes de... Bon, le pape François... À cause de l'interprétation, c'est une question du même ordre que le fait que les prêtres aient le droit de se marier ou pas. Mais si les prêtres se mariaient, ils auraient peut-être eu moins de soucis, je pense. Alors, moins de soucis, probablement. Après, moi, je reste persuadée que, tout comme dans l'enseignement, quelqu'un qui a une attirance sexuelle pour un enfant peut se réfugier dans une branche comme dans une autre. Et c'est pas forcément le fait d'avoir décidé de porter son sacerdoce qui donne accès en particulier à ça. À mon avis, c'est plus dans l'autre sens le plus souvent que ça se passe. Alors Michel, je sais que comment un communiste voit la vie de l'Église catholique, orthodoxe, enfin, les communistes, ils sont plutôt du côté de la Russie, non? Je vois que tu procèdes à des simplifications. Bon, alors je vais quand même dire les choses de manière simple. D'abord, Marc lui-même disait que la religion, c'est l'expression de l'âme. En conséquent, le communisme dont tu parles, c'est l'interprétation qui a été donnée par Staline en URSS. Bon. Mais pour revenir à la question de fond, l'Église catholique, contrairement à ce que certains de mes collègues ont dit, l'Église catholique, elle est dans le monde. Elle est par conséquent, elle subit les évolutions de la société. Par exemple, je prends un exemple. Le pape François, il ne peut pas ignorer le fait que le nombre d'exclus, le nombre de migrants augmente du fait même de la marche du capitalisme international. Et par conséquent, il a eu l'intelligence de se mettre du côté des plus pauvres. Bon. Et ça, c'est une réalité. Et par conséquent, d'autre part, religion et droits de l'homme, ce n'est pas la religion qui a créé les droits de l'homme. Ce sont les luttes des peuples. Ce sont les luttes des peuples, notamment la Révolution française, qui a conquis les droits de l'homme. Mais oui. Et en 1946-47, qui a inscrit les droits de l'homme dans la Charte des Nations Unies, après que les peuples, notamment la Russie, aient écrasé le nazisme. Bon. Alors, religion ne veut pas dire absence de spiritualité. On peut ne pas avoir le respect pour un dogme. Dogme, c'est le fait d'un savoir figé qui n'évolue pas. Le communisme, alors? Non. Le communisme, ce n'est pas un dogme. Le marxisme, au contraire, c'est la dialectique, c'est l'évolution au fil du temps. Et le matérialisme historique, c'est le fait que l'histoire
influe sur les idées. Bon, par conséquent, donc, pour revenir à l'élection du pape, les enjeux, parce qu'il y a des enjeux. Vous avez raison de souligner que c'est politique. C'est politique. Et l'Église catholique joue un rôle important dans le monde. C'est vrai. Nous avons publié dans Justice d'ailleurs les chiffres la semaine dernière du nombre de catholiques et les zones d'implantation. Bon, ce qui veut dire que, au contraire, nous ne sommes pas fermés à cet aspect des choses. Je fais remarquer que c'est un communiste italien qui s'appelait Togliatti qui a ouvert le Parti communiste à la religion. Bon, par conséquent. Bon. Donc, pour terminer, la question que posée à l'Église, faut-il maintenir une critique radicale de l'ordre mondial, comme l'a fait François, ou revenir à une diplomatie plus traditionnelle? Faut-il enfin réformer plus avant la gouvernance ecclésiale? Tu posais des questions, les femmes, etc. Et faut-il consolider cette structure pyramidale, hiérarchique? Bon. Et puis, la dernière question, c'est que faut-il effectivement s'occuper des exclus et des migrants, parce que c'est le grand problème de la planète aujourd'hui, au lieu de faire comme M. Retailleau dont nous parlait, de tendre la main à la xénophobie et à la haine. Alors, dans une circulaire, le ministre de l'Intérieur invite les préfets à dire leurs appréciations des conditions d'acquisition de la nationalité française. Monsieur le maire, je sais que vous dites franchement que vous êtes de droite. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que il faut être de droite pour demander un certain nombre de choses au gouvernement? Pas du tout. Je pense qu'il faut simplement être intelligent. Je suis issu de l'immigration. Mon père était sujet britannique, puis Saint-Lucien, quand Saint-Lucien est devenu indépendante. Et donc, c'est un sujet qui me touche. Ma compagne est ukrainienne, et c'est donc un deuxième sujet qui me touche à ce titre-là. Et j'ai compris à quel point il pouvait y avoir, par cette proximité, une aspiration à devenir français. Parce que la France véhicule pour certaines personnes des valeurs, de l'appartenance à des références. Voilà, c'est un ensemble de choses. Pourquoi je dis qu'il faut être intelligent? Parce que, bien sûr, et je rejoins Michel quand il dit que c'est la pauvreté, c'est la misère, c'est la souffrance, c'est l'impossibilité dans laquelle on se trouve de survivre pour certains, qui conduit les hommes, certains, hommes ou femmes d'ailleurs, ou enfants, à partir, entre guillemets, dans des conditions inacceptables. Quand on les réfléchit en termes de douleur, inacceptables. Je pense que si certains mesuraient la souffrance qu'ils auraient traversée, voire l'épreuve de la mort, peut-être que ça les aurait découragés, mais ça ne les décourage pas, parce que la souffrance est tellement, je dirais, pesante dans certaines régions du monde, souffrance qui peut être d'ailleurs simplement pas une souffrance matérielle, qui peut être une souffrance d'enfermement en termes de liberté. Bon, liberté d'expression, liberté de se déplacer pour certains, etc. Et donc, c'est vrai que c'est un drame humain qui est sans équivalent et qui est qui nous frappe tous, quoi, aujourd'hui. On est tous concernés. Mais, pour autant, quand on est responsable, on doit regarder les choses avec le sens des responsabilités. La solution qui consiste à dire qu'un pays est ouvert n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution.
Et donc, c'est comme toutes les formes de lâcheté humaine, quand on est responsable, que de céder à l'immédiateté d'une situation et ne pas en mesurer les conséquences. Quand on est responsable, on doit précisément mesurer les conséquences. Les problèmes d'immigration se posent de manière, sur plusieurs plans. Ils se posent sur le plan du vivre ensemble, l'acceptation de l'autre. Ils se posent sur la capacité d'un pays à recevoir et à accueillir dignement des gens. À quoi bon les accueillir pour qu'ils soient entassés sur une plage à Calais ou en dessous d'un pont à la porte des Lilas à Paris, ou etc. etc. C'est ça qu'on veut? C'est ça qu'on veut, faire des sous-hommes? Moi, je ne crois pas que... Or, ces pays-là n'ont pas les moyens de répondre à cet afflux massif de mouvements. C'est pour ça que le général de Gaulle, toujours visionnaire, avait fait porter un effort énorme sur le développement des pays, et notamment de la zone africaine et nord-africaine. Parce qu'il avait, dans ses écrits, il avait anticipé cette pression, et il disait, il faut donner les moyens du développement à ces pays-là pour qu'ils puissent faire en sorte que leur population soit nourrie normalement, et voilà. Donc, moi je pense que c'est un problème très compliqué. On ne peut pas le déshumaniser, ni en disant qu'il faut accueillir tous les immigrés, ni en disant qu'il ne faut accueillir aucun immigré. Mais il faut que les États, et s'ils ne le font pas, ils y seront contraints par les citoyens, il faut que les États maîtrisent les flux migratoires, aussi bien ceux qui émettent que ceux qui reçoivent. Et bon, donc voilà, moi, quand on aborde le problème comme ça, en disant, bah, il faut c'est un socialiste, je crois que c'est Rocard qui a dit, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Je ne l'ai pas lu, c'est son cousin. Bon, mais c'est l'un d'entre eux. C'est lui. C'est lui, donc tu me confirmes. Donc, je veux dire, ce sont des questions de bon sens. Moi, je me souviens, même Georges Marchais, qui sur ce point-là, il était responsable. Parce que si vous aspirez un jour réellement à vous placer dans la position de quelqu'un qui peut être amené à assumer des responsabilités, vous devez avoir cette capacité de regarder les choses, les réalités en face. Voilà moi ce que je veux dire sur cette question. C'est une question très sensible, qui porte des quantités de misère. Quand on pense aux quantités de gens qui meurent dans la Méditerranée, quand on pense à ce qui se passe à Mayotte, à ces enfants, tous les jours, il y a des cadavres qui arrivent sur les plages parce qu'ils veulent quitter l'île d'à côté et venir vivre à Mayotte où ils ont tout autant de misère. Mais voilà. Madame. Oui, alors, d'abord, concernant la question de la naturalisation, je m'en tiendrai à 3 constats. Le premier constat, c'est qu'il y a une véritable crise de l'intégration fondée essentiellement sur l'école et sur le travail. L'école et le travail sont en crise. Donc, intégrer, ça devient une difficulté. Deuxième constat, il y a une faillite des politiques de gauche à proposer une véritable politique crédible pour l'immigration. Et ça, on a trouvé des difficultés, que ce soit en Russie et que ce soit en France. Comment intégrer les nouveaux arrivants? Troisième difficulté, c'est le modèle d'État-nation. Autrement dit, dans le modèle d'État-nation, qui est un modèle où on a vu fleurir et qui continue, comment faire nation et avec des gens qui viennent d'ailleurs? Autrement dit, comment créer un nouveau vivre ensemble? Et ça, c'est la difficulté, c'est pourquoi c'est complexe. Et parce que la situation est complexe, et parce qu'il y a des flux migratoires, je dirais, importants, il convient de revenir sur ces notions de savoir qu'est-ce qu'être martiniquais ou encore qu'est-ce qu'être français. On ne peut pas fonder la question de la nationalité sur une question ni de race, ni non plus d'hérédité,
mais sur une question de sentiment d'appartenance, parce que la personne arrive avec sa culture, mais la personne peut se sentir tout aussi français, même si la personne a une origine différente. Et c'est vrai que l'idée d'un sentiment d'appartenance comme élément essentiel de la nation, c'est une idée qu'il est important de sauvegarder. Et on ne pourra résoudre le problème ou le défi, je préfère, de l'immigration que si on cesse d'être dans une posture politicienne. Je dis, qu'est-ce que j'appelle posture politicienne? Il y a la politique et le politique. En fait, si on considère le politique comme étymologiquement la vie de la cité, c'est vrai que le pape s'occupe de la vie de la cité. Donc il a une position politique. Donc c'est ça. Si la politique c'est le sens de l'intérêt commun, oui. Mais si la politique politicienne telle qu'on l'entend aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire pour que j'ai le plus de voix possible? Et donc, par conséquent, flatter les gens dans le sens de leur poil, ah oui, il y a un envahissement, il y a un grand remplacement et tout. Donc, eh bien, on arrive à ces extrémités où on va sélectionner les gens et on va leur dire non, non, bon, il y a assez de gens, eh bien, vous sortez et vous ne pouvez pas rentrer dans le pays. Et la question de Mayotte, c'est une question qui est très difficile. Pourquoi? Parce que, justement, c'est un territoire qui est fondamentalement maorais. C'est ça le fond du problème. On est maorais, mais en même temps français. D'accord? Donc, et ceux qui viennent ne sont pas des gens qui sont dits de différentes cultures, ni de différentes religions, hein. Ce sont les mêmes, mais simplement, ils ont fait un choix de citoyenneté différente. C'est ça la difficulté. Et c'est pourquoi, par exemple, des démographes peuvent dire, bon, eh bien, la solution, c'est de remettre Mayotte, bon, à son territoire d'origine. Parce que c'est vrai que la situation est impossible et ingérable. Donc, il faut cesser de faire de l'immigration quelque chose qui a à voir à, bon, eh bien, je vais dire ça, tout simplement pour avoir des voix. C'est ce qu'on appelle la politique politicienne et les postures politiciennes. Voilà. Bien. Grégory, fais tourner aussi les images de temps en temps, s'il te plaît. On t'écoute. Après, Mathieu va terminer. Alors, moi, je pense que c'est un petit peu délicat de comparer Mayotte à la situation du reste de la France ou même de la Martinique, parce que Mayotte, c'est quand même 42% de migrants, alors que nous, on est à 2,5%. Donc, nous n'avons pas les mêmes contraintes. Nous n'avons pas les mêmes contraintes. Et le discours eurocentré qui consiste à dire non, mais les Africains, ce sont des étrangers, on n'en veut pas, etc. Ou c'est leur faute si le pays est dans cet état-là. Je rappelle qu'il y a, dans toute crise, il y a des profiteurs de crise qui légitiment leur position en victimisant les plus faibles et ceux qui n'ont pas le pouvoir sur leur sort. Et il y a ceux qui décident de tout, qui sont à l'origine du système et qui instrumentalisent les plus faibles pour légitimer leur position et pour dévier l'attention sur d'autres choses que leur inefficacité et leur manque de bonne volonté au regard de leurs devoirs envers le peuple. Donc ça, c'est une chose. D'autre part, c'est très hypocrite de la part de la France de stigmatiser les étrangers africains, alors qu'en fait, il n'y a pas un pays dans le monde où il n'y a pas de Français. Les Français quittent la France pour des raisons le plus souvent d'impôts. Et bizarrement, quand ce sont les Français qui quittent la France, ce sont des expats. Ça fait sexy, hein, comme ça, expats. Mais en réalité, ce sont des gens qui quittent la France pour tout simplement parce que nous sommes le premier pays aussi fiscalisé au monde. C'est nous qui payons le plus d'impôts, le plus de taxes. Et en fait, il y a des gens qui sont réellement dans des conditions humaines inqualifiables, qui fuient la guerre, qui fuient la persécution pour toutes sortes de raisons, et qui fuient la pauvreté, la famine.
Donc, quand les gens ont plus d'avantages à risquer leur vie pour une terre nouvelle qu'ils ne connaissent pas, parce qu'il ne faut pas croire non plus qu'ils ont systématiquement la télé, et puis que c'est juste parce qu'ils ne peuvent pas prendre l'avion, ils ont la connaissance de ceux qui les attendent de l'autre côté, et puis voilà. Il y en a plein qui sont dans la méconnaissance totale de ce qui les attend une fois qu'ils seront arrivés à destination. Et puis leur périple est dangereux, leur périple est périlleux, ils peuvent perdre des membres, des fois ils partent avec leurs enfants, les enfants meurent aussi. Donc stigmatiser ainsi les personnes qui quittent leur territoire d'origine pour une vie meilleure, en quête d'une vie meilleure, ce que font tous les humains de la planète. Hein. Si demain tu as l'opportunité, admettons que tu gagnes à l'euro-million, tu as l'opportunité de quitter la France. Tu peux très bien nous dire, demain je pars aux États-Unis, je pars à Bali, je pars vivre en Australie, et de toute façon, là où j'irai, je vais payer moins d'impôts, etc., etc. Ce sera légitime parce que tu voudras être le moins perdant possible. C'est pareil pour ces gens-là, sauf qu'ils n'ont plus rien à perdre, et c'est la raison pour laquelle ils risquent leur vie et leur humanité pour essayer de vivre autre chose que la misère et la mort qui les attendent, et qu'ils savent qui est proche. Les sciences sociales, les nombreuses études de nombreuses études ont prouvé que les étrangers en France, et il n'y a pas que des Africains, il y a des Américains, Amérique du Nord, Amérique du Sud, il y a des Européens, il y a des Australiens, il y a des Asiatiques, en plus des Africains, sans compter les étrangers du Maghreb. On a prouvé que les étrangers en France rapportent plus que la France ne dépense pour eux. Donc, là aussi, il y a une certaine démagogie qui se met en place pour légitimer la droitisation des orientations politiques de la France. Et ça, c'est extrêmement dangereux. On cherche à nous diviser, alors qu'en fait, le mieux vivre ensemble passe par le fait de se comprendre, le fait de pouvoir assumer les devoirs institutionnels correctement, parce que là, toutes les institutions sont en crise. On nous détourne de la réalité fondamentale devant laquelle nous sommes là, pour nous dire « Ah oui, ce sont les étrangers les responsables, ce sont les migrants, Non, je suis désolée, ce ne sont pas les migrants qui prennent des décisions en France. Ce sont nos élus. Et nos élus ont eux aussi... Je n'ai pas terminé. Nos élus, eux aussi... On va pas faire beaucoup de suggestions, on raccourcit pas sur les temps de parole. Ah, mais je suis désolée. On va pas faire beaucoup de sujets. Moi, j'aime beaucoup écouter mes collègues chroniqueurs, mais moi aussi, j'ai des choses à dire. Et je pense que ce que je dis là, c'est pas accessoire. C'est très important pour mettre un peu d'humanité dans le discours et de réalisme dans ce qui nous est prodigué à la télévision, à la radio, par certaines personnes qui ont tendance à détourner le débat de ce qui est fondamental, à savoir l'humain. Si les institutions fonctionnaient correctement, si la santé était gérée correctement, si les transports étaient gérés correctement, si l'éducation était gérée correctement, notre société n'aurait pas été telle qu'elle est là. Ce n'est pas la faute des étrangers, c'est la faute de la société en elle-même qui a mis les élus là et les élus successifs qui en sont à l'origine. Nous sommes tous liés et nous sommes tous interdépendants. Et c'est en ce sens qu'il faut croire en l'humanité en la voyant différemment et en évitant de stigmatiser des gens qui ne sont pas forcément responsables de ce que l'on vit là actuellement. J'ai terminé. Bien. Monsieur le maire. Non, mais en fait, la question que je me pose, cette histoire de droite, là, droite-gauche, moi, je vois que M. Hollande n'était pas un président de droite. Hein. Macron, je ne sais pas de quel bord il est. Donc, depuis 10 ans, depuis près de 15 ans, on vit sous le règne de la gauche. Et je ne sais pas, je ne vais pas trop me pencher là-dessus. Je crois qu'il faut sortir un peu de tous ces lieux communs. D'abord, il faut arrêter de réduire les problèmes d'immigration à des problèmes raciaux. Hein, je crois que j'en ai assez d'entendre ce violon. Hein, j'en ai assez d'entendre ce violon, je le dis comme je le pense. Ensuite, il faut arrêter de jouer les bisounours. C'est facile, moi aussi, je suis très touché directement, même d'une certaine manière, par la souffrance des gens. Je ne suis pas indifférent à la souffrance, mais je peux toujours, n'est-ce pas, sortir des lieux communs en disant il n'y a qu'à Faucon. Mais quand on est aux responsabilités, on doit assumer.
Et si je ne le dis pas aujourd'hui ici, je vais favoriser l'émergence de l'extrême droite. Parce que, à faire semblant de ne pas entendre les gens, y compris des petites gens, très souvent des petites gens, qui sont plus confrontés. Vous savez où on vote le plus en Martinique? Tu peux le confirmer. Vous savez où on vote le plus en Martinique? Madame Delors-Bourrier, c'est à Volga-Plage et aux Prêcheurs. Et puis on fait semblant de ne pas savoir ça. Joue pas bouillon. On vote à droite, à l'extrême droite. Et puis je vais continuer à bisounourser, alors que chez nous, contrairement à Mayotte, on a besoin de main-d'œuvre. Et on devrait accepter plus facilement les étrangers, nous. C'est vrai, ça ne serait pas un problème pour la Martinique, qui est en train de se dépeupler. On perd 4000 habitants par an. C'est-à-dire qu'on perd des capacités de travail, etc., etc. On perd de l'innovation, on perd du dynamisme, on perd de l'énergie. Donc, ici, moi je pense qu'il y a une problématique différente. Mais quand un pays, dans son ensemble, c'est le cas de la France, constate une situation qui lui échappe, ou le cas de l'Europe, on peut toujours faire semblant de ne pas le voir et puis attendre qu'à l'extrême droite arrive, comme Trump, et puis qu'il mette un mur, qu'il empêche aux Mexicains de rentrer, qu'il leur fasse tirer dessus. C'est ça qui conduit à ça, c'est ce refus de voir les réalités. Mathieu. Bon. Refus ou non. Excuse-moi. Non, il n'y a aucun souci, monsieur. Non, il n'y a aucun souci, monsieur le maire. Non, il n'y a aucun souci, mais je vais essayer d'être concis très rapide. En France, 68 millions d'habitants. Il y a 68 millions d'habitants en France. Quand on parle d'étrangers, les étrangers en France, c'est 5,6 millions. 5,6 millions, c'est 8% de la population. Donc ça donne un peu un chiffre. C'est 8% de la population. Après, Retailleau, dans la circulaire qu'il a adressée aux différents préfets, qu'est-ce qu'il demande? Il demande de durcir les règles. Durcir les règles comment? Il y a deux choses pour moi qu'il a changé, parce que sinon les choses sont classiques, maîtriser le français, etc., pour obtenir la nationalité française, avoir une adresse fixe depuis un certain nombre d'années, etc. Il y a des exercices, maîtriser la citoyenneté, il y a des exercices qu'on vous fait passer, des tests qu'on vous fait passer aussi, mais c'est surtout notamment l'insertion professionnelle sur les 5 ans. Alors qu'avant ça n'existait pas, il y avait une insertion professionnelle, mais l'insertion professionnelle, on pouvait même avoir des CDD et pouvoir obtenir la naturalisation française parce que c'était le libre arbitre des préfets. Là, il a mis 5 ans minimum. Et autre chose aussi qu'il a mis, c'est le fait que si on est arrivé sur le territoire de manière illégale, on ne peut pas obtenir la nationalité française. Donc là, ça change aussi les choses. Sinon, tout le reste, c'est du classique. Et puis, rappelons qu'entre 2024, en 2024, il y a eu 66 000 naturalisations françaises. 66 000, c'est 8% de plus qu'en 2023. Donc lui, il s'appuie un peu sur ces chiffres-là, mais en même temps, ces chiffres-là sont un peu biaisés. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu un problème informatique en 2023, donc beaucoup de personnes n'avaient pas pu obtenir leur naturalisation. Donc c'est un peu, c'est ce qui se passe. Mais moi, je considère qu'il faut, contrairement à ce qu'on démontre, comme ce que démontrent les chiffres, il ne faut pas stigmatiser les étrangers, c'est pas ce qui a été dit, je fais le procès d'intention de personne ici, mais qu'il ne faut pas les stigmatiser parce que c'est ce qui est fait à l'extérieur, et que de ne pas oublier que Retailleau est en campagne face à Wauquiez, et que chaque semaine on voit que c'est une surenchère de plus en plus entre les deux, et on verra ce que donne leur élection, puisque le parti LR est passé en février de 40 000 adhérents à 120 000 adhérents là, en mai. Donc on voit qu'il y a une vraie campagne qui est en cours, chacun recherche ses adhérents, est en train d'affûter ses armes pour la course à la présidentielle à l'avenir. Tu voulais faire juste un petit mot pour répondre à cette histoire de bisounours. Si être bisounours, c'est être plus humain et puis distribuer de l'amour autour de soi, tout en ayant le sens des responsabilités, j'assume ma position de bisounours, je n'ai aucun problème avec ça. Là où je suis intervenue, c'est surtout sur la stigmatisation des étrangers, parce que quand on parle d'étrangers, on fait souvent le raccourci envers les Africains, et c'est de ça que se servent la droite et l'extrême droite pour droitiser les orientations politiques de la France et pour axer les problèmes sur des gens qui subissent la crise et non qui sont à l'origine de la crise. Bien. Les panneaux publicitaires, monsieur. Tu ne m'as pas laissé voir. Tu n'as pas parlé de ça? Non. Ah, mais pardon, Michel. Ils ont parlé 2 fois, toujours là. Pardon. Oui, excuse-nous, Michel. Bon, alors, je pensais que c'est toi qui avais ouvert le feu. Je serai bref et concis. Il n'y a pas de souci. Bon. Je mets de côté la question de la politique politicienne qui consiste à se servir de l'immigration comme de moyen de ramasser des voix, du sentiment de xénophobie et de haine
que peuvent avoir certains citoyens, parce que c'est exactement ce qui s'est passé en 1933 avec Hitler. Hein. Les explications simplistes. Le Pen dit 1,5 million d'Arabes, 1,5 million de chômeurs. Le chômage, ce sont les Arabes ou les Africains. Mettons ça de côté. De la même manière, en Martinique, les Haïtiens, les Saint-Luciens. Bon. Alors, la réalité, c'est que sans les Haïtiens, on ne mangerait pas de fruits et légumes en Martinique. Il suffit d'aller au marché Parc Floral. Les gens qui viennent de Bellefontaine, du Prêcheur, etc., et qui cultivent le maraîcher, ce sont les Haïtiens. Les Saint-Luciens, la campagne sucrière vient de commencer, elle est en retard d'1 mois parce qu'il manque de la main-d'œuvre dans la canne. Et peut-être que le déficit que devra assumer la collectivité territoriale que nous avons dirigée ensemble, bon, ça va se traduire par des impôts. Il faut faire venir, je partage le point de vue de Yann, il faut faire venir des immigrants caribéens parce que la Martinique se dépeuple. Bon. Alors, pour la question qui est posée par Otayo, c'est la question de la... Il y a d'une part la question de l'immigration et puis la question de la naturalisation. C'est deux choses distinctes. La naturalisation, elle peut s'obtenir par différents moyens que tu as décrits. Bon, il dit qu'il faut connaître la langue française, qu'il faut connaître l'histoire de France, qu'il faut avoir un emploi stable. Durant les 5 ans. Bon. Avec des revenus aussi stables. Avec des revenus stables, etc. Bon, pourquoi pas? Bon. Cela dit, il faut respecter les lois du pays, bien entendu. Bien entendu. Bon. Mais je vais faire une observation à caractère politique. Je suis d'accord avec l'idée qu'il ne faut pas faire comme si le problème ne se pose pas en France. En France, c'est passé. En France, il y a un certain nombre de citoyens qui posent la question de l'immigration. De la même manière qu'aux États-Unis, il y a un certain nombre d'États qui posent le problème de l'immigration et ça a servi de tremplin. Il y a 11 millions de gens qui ont voté pour le Front National. Bon. Par conséquent, il faut s'emparer de cette question. Et en Martinique, nous avons le devoir, le courage d'aborder le problème. Quelle est notre attitude? Bon. Il y a une déclaration d'il y a à peu près 1 mois de la première ministre de la Barbade. Elle aborde ce problème du point de vue caribéen. Bon. Et elle explique que nous devons, dans le cadre, elle est présidente du CARICOM, nous avons publié cette déclaration intégralement dans Justice, parce qu'elle nous a paru extrêmement visionnaire. Elle pose la question qu'il faut que tous les pays caribéens se mettent ensemble pour répondre à Trump. Excusez-moi. Pour répondre à Trump. Il veut leur envoyer des... Et de façon à améliorer les conditions d'intégration, de santé, d'éducation dans les différents pays de la Caraïbe où les niveaux ne sont pas les mêmes. Bon, le niveau à Barbade n'est pas le même qu'à la Dominique. Bon. Et la Martinique apparaît, même si elle est en difficulté,
sur la santé, sur le plan santé, elle paraît nettement supérieure à des pays voisins caribéens. Oui. C'est ce qui se passe à Mayotte. Hein. Mayotte est un pays sous-développé, mais à côté, elle paraît bien plus développée. Le problème de la maternité par rapport au Comores. Par conséquent, le problème de la France, c'est le problème du développement. Le sous-développement, ce n'est pas en supprimant les crédits de l'UCED, comme l'a fait Trump, pour l'aide aux pays en voie de développement, on va résoudre le problème de l'immigration. Au contraire, il faut permettre à ces pays de s'équiper, d'avoir des infrastructures. Comme ça, les gens resteront plus chez eux. Mais exactement. Mais c'est ça qu'on nous fait. Okay. Si tu m'autorises juste une seconde, je ne vais pas rester. C'est juste dire que, contrairement à ce qu'on peut croire, la préoccupation principale de la population, c'est quoi? C'est le pouvoir d'achat, 48%. Hein. Et après vient la santé, et on retrouve bien plus loin la santé, l'immigration et la sécurité. Hein. Exactement. Donc, alors, monsieur le maire, votre position demain, vous pouvez me parler de ce problème avec les panneaux publicitaires, les 4x3. J'ai cru comprendre qu'il y a un certain nombre de maires qui tirent la sonnette d'alarme. Oui, nous sommes de nombreux maires. Je ne pense pas... D'ailleurs, je vais saisir... j'ai tenté de joindre le président de l'association des maires pour échanger avec lui et pour lui demander... Monsieur Pamphile, pour qu'on échange au sein de l'association des maires sur ce sujet. De nombreux maires pensent que l'implantation des panneaux publicitaires de 4x3, en tout cas de manière anarchique comme c'est le cas aujourd'hui, pose un problème environnemental de fond sur lequel nous avons les moyens, nous devrions avoir les moyens d'agir, même si on est confronté à une législation qui, d'une certaine manière, protège ces groupes. Notamment, j'ai un groupe qui s'appelle Samsag, qui est installé dans ma commune, avec lequel je suis en conflit en ce moment, qui trouve toutes sortes d'arguties, ils ont des avocats de très grande qualité, ils ont l'habitude d'être attaqués. Et ils se défendent. Et à mon avis, à un moment donné, il faut que la population, à travers de ces associations, c'est déjà le cas avec la SOPAMA, se saisisse de ce problème. Moi, je crois à la réelle politique. On aime son pays, on dit qu'il est beau, on dit qu'il faut protéger la nature. Eh bien, faisons en sorte, dans les domaines où nous pouvons prendre la maîtrise, que ça ne soit pas nous-mêmes qui en dévissions notre pays. Ces panneaux de 4x3, c'est une horreur. Une horreur. Ils sont implantés des fois sur des terrains qui appartiennent à la collectivité. Et heureusement, j'ai écrit au président de la collectivité, j'ai pu faire sauter 28 panneaux comme ça. Ils ont implanté des panneaux sur des terrains de la collectivité sans autorisation, sans accord. Ils ne paient rien à personne. Ils s'implantent, personne ne dit rien. Bon. Mais pour faire tomber les panneaux, il faut aller au tribunal. C'est un parcours du combattant. Il faut que des policiers aillent faire des constats, des rapports, des photos. Il faut que vous puissiez trouver les arguments juridiques dans la législation. Notre commune, jusqu'à mon arrivée, n'avait pas ça s'appelle le PLGC. Hein, c'est la publicité, le programme de publicité sur la commune. On définit les zones où, éventuellement... En ce qui me concerne, c'est zone 0. Bon, mais je n'y suis pas encore arrivé. Mais merci de rendre ce problème public. Il faut que l'opinion publique martiniquaise s'élève contre ça. Ça n'apporte... Alors, ça enrichit ceux qui font la publicité, ceux qui ont les supports, mais il y a d'autres... Moi, je pense par exemple que s'il y avait moins de panneaux, n'est-ce pas, Mano, il y aurait peut-être un peu plus de publicité sur Zouk TV et sur les autres. Non, mais c'est vrai, ce que je dis. Et dans justice. Parce que c'est une pompe à fric incroyable. Toutes ces sociétés qui, toutes, sont venues de l'extérieur, hein, et qui sont implantées ici, et puis qui nous polluent tous les jours, contre la volonté des citoyens, contre la volonté des élus. En tout cas, moi, c'est un combat, merci de me donner l'occasion de le dire, je mènerai ce combat sans répit. Et je dépenserai, s'il le faut, des deniers publics. Je veux que ma commune soit belle, je veux que la Martinique soit belle, et je ne souhaite donc pas qu'il y ait ces panneaux de 4x3 sur la Martinique qui couvrent d'horreur. Alors je demande aux associations
La Sopamar le fait déjà, Puma le fait, mais je demande aux citoyens de s'élever contre ça. Par tout moyen. Je ne veux pas vous donner de conseils. Moi, plus d'une fois, j'ai eu envie d'aller bomber leur truc. Bon, voilà. Je sais pas, mais enfin, il faut faire quelque chose. Mais les gens, pour pouvoir mettre ça sur le terrain de quelqu'un, ils doivent payer. Alors, il y a cette problématique que c'est une source de revenus pour certaines personnes. C'est vrai, ils paient l'équivalent de petits loyers pour utiliser la parcelle et en les dire le terrain de la personne, évidemment, et puis la ville en question. Et c'est un problème. Moi, je ne suis pas fermé, d'abord, à une réflexion pour un étalement dans le temps du retrait quand on est sur zone privée. Je ne suis pas fermé à une approche, on verra comment, de compensation, d'indemnisation, si c'est légal. Je suis ouvert à tout. Mais on ne peut pas avoir le diktat de capitaliste, n'est-ce pas? Je dis ça, c'est un petit clin d'œil pour toi. Tu vois, tu es content. Tout à fait, mais je veux te dire que tu me permets 2 mots. Oui, vas-y, non, mais je crois cette que publicité modifie le mode de consommation des Martiniquais. Des Martiniquais, et ça nous assimile de plus en plus au mode de consommation métropolitain. Bon, ferme-moi la parenthèse. Merci. Merci. Je vais citer une publicité que nous avons reprise en justice. Coq entier vendu 2,49 € le kilo au lieu de 4,59 €, venu de France. On y croit pas d'unique. 60% des coques consommées en France viennent de l'étranger. Je ne veux pas dire quelle est la société. Quelle est la société? Il y a le mot Price. La société qui est l'auteur de cette publicité scandaleuse. Bien, Madame Delors, sur ça. Oui, alors je n'ai rien à ajouter. Je trouve que la lutte est totalement légitime et donc je ne peux que souscrire. Très bien. Karine? Pour des questions environnementales, je ne peux qu'être pour le retrait des panneaux 4x3. Pour des raisons de sécurité aussi en période cyclonique, entre autres. Ouais. Mathieu? Non, moi je suis pour une réglementation classique, pour y avoir travaillé sur ça un peu à l'époque, sur un règlement notamment de la signalétique de manière globale, parce qu'il y a des intersections, des carrefours, parce qu'au-delà des 4x3, des fois on voit des panneaux un peu sauvages fleurir, voir chacun veut faire sa publicité, et s'il y a un règlement qui est mis en place dans la commune, malheureusement c'est l'anarchie, et ça cause, comme l'a dit certaines personnes, des problèmes de sécurité, mais pas que des problèmes de sécurité en temps de tempête, d'événements, de catastrophes naturelles, mais des problèmes de sécurité, ne serait-ce que des fois en matière pour les conducteurs, très souvent. Attention, parce que très souvent, les gens, ils implantent les panneaux dans certains ronds-points, certaines intersections, il y a de vrais soucis de sécurité à ce niveau-là. Donc c'est vrai qu'il faut un règlement intérieur qui soit mis en place, de la signalétique de manière globale dans les communes, mais qu'il faut faire évoluer la législation, parce que c'est vrai que c'est très compliqué, notamment quand c'est sur un terrain privé. Donc l'action est très compliquée à ce niveau-là, à ce moment-là. D'accord. Alors, on peut parler des salariés en grève de Transaglo. Mobilisés depuis l'échec des NAO, ont décidé de durcir le mouvement. Ce sont les vedettes. Non, Transaglo, c'est le terrestre. Les vedettes, c'est Blue Line. C'est la société Blue Line. Donc Transaglo, c'est une entreprise, voilà, c'est l'une des entreprises qui a l'un des marchés avec Martinique Transport, notamment sur une partie du transport. Et ben, leur revendication, de ce que je connaissais de leur revendication, moi, en tout cas à mon niveau, c'était qu'ils réclamaient 150 € d'augmentation par mois et une prime même pas une prime, un 13e mois. C'est là qu'il y a une vraie subtilité, un 13e mois, parce qu'ils ont déjà des primes, mais elles demandent une partie de la transformation de cette prime, plus le reste en 13e mois. Et là, c'est pas la même chose entre une prime et un 13e mois. C'est deux choses différentes, et c'est là qu'il y avait des soucis et un blocage avec leur patron, le patron de la société. Donc il y a eu des négociations, et d'ailleurs aujourd'hui, ce matin, ils étaient sous la houlette de la direction du travail. Il y a eu des négociations qui se sont terminées à 12h30. Ils sont censés se revoir par rapport aux propositions que leur a fait leur employeur, mais après, ce qui est surtout compliqué et regrettable, parce que le droit à la grève, etc. La grève, c'est un droit. Moi, je le partage. D'ailleurs, je me suis retrouvé avec certaines personnes ici au 1er mai, parce que c'est quelque chose de très important. Moi, je considère le droit de grève, le droit des travailleurs, etc., qu'il faut le défendre. C'est des acquis de longue date pour les travailleurs. Mais il y a un juste milieu. Je suis pour la négociation et que les choses aillent le plus vite, parce que derrière ça, c'est qui est-ce qui souffre. On l'a dit ici, on a beaucoup de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, qui sont en grande difficulté, qui n'ont pas le moyen de locomotion.
dont notamment on a une population très âgée de plus de 65 ans qui utilise les transports en commun, et malheureusement de voir des élèves marcher qui peuvent pas aller à l'école, qui ont des difficultés, de voir des personnes âgées qui ont obtenu un rendez-vous chez un spécialiste depuis plusieurs mois et qui ne peuvent pas s'y rendre, que ce soit à l'hôpital, chez les spécialistes, etc., et de louper ces rendez-vous-là parce que tout le monde n'a pas le moyen de payer un taxi pour pouvoir se déplacer. Et là, je considère qu'il faut trouver des solutions rapidement parce que ce conflit a dégénéré partie d'une société, dans un groupe, une société, et ils ont été bloqués, les deux dépôts, donc ce qui fait que pratiquement l'ensemble des Martiniquais, en tout cas sur le centre, le maire de Saint-Joseph est là, ne peuvent pas se déplacer. Et le fait que les gens ne peuvent pas se déplacer, c'est une paralysie de l'économie, mais c'est surtout beaucoup de personnes qui sont en grande difficulté, en grande souffrance, et c'est à cette population-là qu'on s'attaque aussi. Donc il faut penser à ces gens-là qui sont en grande difficulté aussi. Alors Michel, concernant ça, je vois qu'il y a des grévistes là, qui souhaitent lancer une grève en France. Les cheminots, chaque fois, c'est pendant les vacances, c'est pendant les périodes difficiles où les gens ont besoin de voyager. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ça? Est-ce qu'on ne peut pas trouver un autre système pour faire la grève? Bon, moi je ne vais pas te mettre mal à l'aise. Je suis ça depuis de nombreuses années. Bon, le problème, il y a deux problèmes. Il y a un problème de négociation salariale que chaque année, comme dans toutes les entreprises. Les NAO. Bon, les NAO. Et puis il y a un problème, le problème du fret. Le problème du fret et de la concurrence, du fait qu'on a ouvert, sous l'influence de l'Union européenne, on a ouvert le trafic ferroviaire à la concurrence. Et ce qui a pour effet de diminuer le transport par fret. Or, le fret, c'est un moyen d'abord d'équilibrer les comptes de la SNCF, et puis surtout, c'est un moyen important de diminuer le transport par camion, qui est polluant. Donc, les cheminots demandent l'arrêt de cette politique qui vise à diminuer le fret ferroviaire de façon à que la SNCF récupère une partie de ce transport sur les camions, etc. Voilà, aussi en gros. Mais alors, bon, les travailleurs choisissent. Voilà, sur le choix des grèves, les dates, tout ça. Les travailleurs choisissent les moyens, bon, d'après ce que j'ai compris. Et tout. La grève n'aura pas d'effet, d'après ce que dit le directeur de la SNCF. Le directeur de la SNCF dit qu'il n'y aura pas d'effet en ce qui concerne le départ. Les départs. Et en ce qui concerne les retours, il dit que la SNCF va négocier des moyens pour donner à chaque voyageur, je suppose qu'ils ont ça maintenant avec les SMS, les WhatsApp, etc., à chaque voyageur usager, le moyen de retourner. Bon, voilà. Okay. Donc, Madame Delors, sur ça, sur le choix du mouvement de grève pendant les vacances scolaires, sur ce genre de choses-là. Ce qu'il faut dire, je voudrais revenir sur... Après, je répondrai. Okay. On peut constater que sur des secteurs où nous avons les compétences pour réussir, que ce soit la question de la gestion de l'eau, que ce soit la question des transports maritimes, terrestres, nous échouons. Et on a des grèves permanentes. Et il faut se poser les bonnes questions. Comment avons-nous les compétences et des mouvements de grève qui se multiplient? C'est parce qu'on ne gère pas correctement. Et ça génère justement des problèmes, non seulement pour les usagers, mais non seulement pour les usagers les plus fragiles, mais quand il n'y a pas de transport, on ne laisse pas le choix à ceux qui veulent prendre la voiture ou pas. Parce qu'il ne faut pas voir les transports de façon misérabiliste à uniquement les personnes qui n'ont pas les moyens. Sinon, ce qui va se passer, c'est que, bon, ben, je vais chercher le moyen pour avoir la voiture. Donc, il faut voir
cette question du transport terrestre et maritime comme une question essentielle pour la liberté de circulation des gens, des plus fragiles à ceux qui ont la possibilité de faire des choix. Donc la question de l'eau et des transports, nous échouons. Il ne s'agit pas de mettre les personnels en difficulté, parce que les revendications sont légitimes. Les gens ne font pas grève parce que, ils ont envie de faire grève. Ils font grève à un moment donné pour avoir plus d'efficacité dans l'action. Et donc, il faudra réfléchir, et de façon sérieuse, parce qu'il y avait un temps où il y avait des instruments d'évaluation de nos pratiques entre les dirigeants et les syndicats. Aujourd'hui, toutes ces fonctions intermédiaires et ces espaces de dialogue n'existent plus. Et donc, résultat du compte, on arrive à une question de radicalisation d'un côté comme de l'autre, au détriment justement de ceux qui non seulement se retrouvent sans eau dans certains secteurs, mais sans navette. C'est des mois que ça dure. Autrement dit, parce que ceux qui prennent la navette là, ce ne sont pas les plus fragiles, tout simplement des gens qui se disent, je ne vais pas prendre les embouteillages, je gare ma voiture au Trois-Îlets et je prends la navette, en 20 minutes, je suis à Fort-de-France. Donc, c'est pas possible qu'on laisse ça traîner. Et en même temps, on laisse l'automobile devenir la reine dans ce territoire martiniquais. Et ensuite, on dira qu'on est contre les béquets. Mais c'est nous-mêmes qui avons fait que moun ka allé acheter 2-3 lotos. Bien. Sur ça, Karine, oui. Alors, j'ai une pensée pour ceux qui travaillent dans les transports. Je maîtrise mal le sujet du transport terrestre, mais par exemple, en ce qui concerne le conflit, les nombreux conflits qu'il y a eu pour le transport maritime, c'est beaucoup plus complexe que ce que l'on imagine. Les négociations se sont faites en plusieurs temps et entraînées. Il y a quand même de l'argent que l'on devait aux employés des vedettes Madinina et ensuite de Blue Line. Il y a eu des choses qui ne sont pas réglées. Et là-dessus, je ne vais pas épiloguer. Cependant, on rend service aux oligarques de Martinique sans les stigmatiser. Aussi, en n'étant pas conscient que la cohésion, c'est l'affaire de tous. Donc, quand on a des responsabilités et qu'on ne les assume pas correctement ou que certains responsables vont dire on n'a que 300 000 euros de subventions alors que en fait on pourrait en avoir plus, et puis que finalement l'argent initial ne sert pas à ce à quoi ça devrait servir, et puis il n'y a pas de régulation derrière, il n'y a pas de surveillance derrière de la gestion et de la façon dont on dispose de l'argent public pour rendre un service, pour assumer une compétence localement. Je pense qu'on a tous une responsabilité dedans, et stigmatiser les gens qui ne sont déjà pas suffisamment payés et puis qui font grève pour que leurs droits les plus légitimes soient respectés, là aussi c'est un danger rhétorique très orienté. Donc ça déjà, ça me pose problème. Et puis tu as parlé tout à l'heure de différentes formes de grève qu'il peut y avoir. Et par exemple au Japon, quand il doit y avoir une grève, c'est rarement des grèves qui durent plus de 2 ou 3 jours. Pourquoi ? Parce que quand on prend des transports et qu'il y a une grève au Japon, les employés travaillent, mais ils ne font pas payer les clients. Résultat, les clients ne sont jamais pénalisés et seuls les responsables de la société se retrouvent gênés par le processus. Chaque pays a ses traditions. On ne paie pas ici. Pas ici, mais on ne paie pas. Chaque pays a ses traditions. Ils mettent aussi un brassard au Japon. C'est ce que j'allais dire, c'est surtout qu'ils mettent un brassard, mais ils ne font pas de grève. Parce que j'ai des amis qui vivent au Japon, des Martiniquais. Il y a aussi cette forme de grève-là. Alors je ne donnais pas de recommandations aux grévistes martiniquais, mais on parlait d'autres formes de grève. Et ça fait partie des autres formes de grève.
moins pénalisante pour les plus précaires en tout cas. La grève, c'est la grève. Je sais pas que tu Non, allez-y, monsieur le maire. Non. C'est toujours très délicat. Je m'interdis d'intervenir dans un conflit parce que en intervenant dans un conflit, on risque d'en rajouter et en plus, on est toujours ignorant parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites et il y a beaucoup de choses que l'on ne connaît pas et que l'on ne maîtrise pas. Donc, je pense que c'est toujours compliqué. Les conflits existent dans la vie, ils peuvent exister dans les entreprises. Quelquefois, c'est un peu trop régulier, mais bon. Mais ça traduit quelquefois des problèmes de relations, de dialogue, de manque de dialogue. Donc, dans cette affaire, dans ce conflit particulier, je m'interdis. Je pense cependant que une des raisons du conflit, je crois savoir que c'est la disparité de traitement entre des agents qui ont des statuts ou des fonctions identiques, qui résultent du fait que certains sont des fonctionnaires, ou quasiment, assimilés. Voilà, c'est pas des fonctionnaires, c'est des agents de droit privé. Oui, bon, allez, arrêtez. Bon, c'est des agents de droit privé fonctionnalisés, bon, et qui sont donc payés en conséquence. Et puis il y a ceux qui sont dans le secteur qu'on a soumis à concurrence, donc qui sont des sous-traitants, avec des entrepreneurs qui ont fait des comptes d'exploitation, qui ont défini un modèle économique qui repose sur des critères objectifs, légaux. On a des salaires, on ne peut pas descendre en dessous du SMIC, par exemple, c'est une réalité. Et puis, il y a des salaires, quelquefois, qui sont des salaires par catégorie, etc. Donc ces gens-là, ils respectent la loi. Si tel n'est pas le cas, ils seront sévèrement sanctionnés. Ils respectent la loi. Ils ont défini des conditions d'offre à quelqu'un qui a lancé une consultation. Ils l'ont fait et ils ont recruté des personnels, des salariés à un moment T. Les gens qui étaient peut-être dans un besoin extrême ont accepté des conditions salariales à un moment T. C'est comme ça, c'est la vie. Et puis ils s'aperçoivent qu'il y en a d'autres qui font le même boulot, quelquefois avec moins d'exigences, quelquefois avec moins de contrôle, et qui touchent plus qu'eux. C'est pas vivable. Et quand je dis ça, je ne rentre pas dans le conflit. Je dis qu'objectivement, on a posé là une problématique qu'on aurait dû avoir évité de poser. Et puis, pour en finir sur mon propos concernant cette affaire, je pense que on doit... Moi, je suis adepte de la privatisation. La privatisation et de l'intervention minimale du politique dans la gestion, pas dans l'organisation. Le politique a la responsabilité de l'organisation, mais dans la gestion de ces entreprises-là. Et donc je suis, pour ma part, favorable à ce que ce ne soit pas une gestion politisée, parce que c'est une réalité, c'est une gestion politisée et politique, un management politisé, de par la désignation de ceux que l'on met en place, le processus de désignation, le choix de ces personnes, c'est ultra politique. Et moi, je crois que c'est pas bon. Si on lançait une consultation, on laissait se mettre en concurrence des entreprises avec un cahier des charges et le politique derrière, il contrôle. C'est la même chose sur les déchetteries, le SMTVD. La même chose sur le trou là qu'il y a au Robert, SMTVD. La seule partie du traitement des déchets qui fonctionne, c'est la partie qui est gérée par le privé. C'est l'usine d'incinération. Le trou du Robert, c'est un grand trou, dans tous les sens du terme, et les déchetteries, c'est la même chose. Quand ce n'est pas la vocation... Personnellement, j'ai installé une salle de sport parce qu'il y avait un bâtiment qui était commencé, etc. On m'a dit, monsieur le maire, voilà, il va falloir mettre 3 personnes parce que vous comprenez, il faut commencer à 8 heures, puis on s'arrête, on fait 35 heures, et puis on ne travaille pas le samedi, on ne travaille pas le dimanche, on ne travaille pas après 18 heures parce que, etc., etc. Vous croyez que je suis entré dans ce machin-là? J'ai confié ça à un privé. J'ai fait un appel à manifestation d'intérêt, j'ai confié ça au privé, il est très content, il nous verse un petit loyer, au lieu que j'ai 4 salariés qui m'auraient coûté une blinde à la fin de l'année, dans le budget de la ville, hein, avec en plus certainement une certaine dose de mécontentement. Hein. Bon, ben voilà, voilà. Moi je crois que chacun doit faire ce qu'il sait faire. Et il n'appartient pas à une collectivité de mettre les mains dans le cambouis de l'exploitation d'une entreprise, même si c'est une entreprise de service public. Il faut un cahier des charges. Voilà. Bon, moi oui. Je tiens juste à dire deux petites choses très rapides, je ne vais pas rajouter le débat.
qui a mis en place ce système-là, ça a été mis en place avant sous l'ancienne gouvernance. Je tiens à le préciser. C'est des marchés, c'est des choses qui ont été mises en place. Donc, notamment la partie régie dont parle, je pense, monsieur le maire. Cette partie régie-là a été mise en place par l'ancienne gouvernance parce qu'avant la 7e, c'est pas ce système-là qui existait. Deuxièmement, l'entreprise Transaglo, là, c'est une entreprise, du moins, vraisemblablement Transaglo, c'est une entreprise qui était soumise à des marchés passés, bien sûr, par l'ancienne mandature, parce que voilà, mais c'est des marchés publics qui ont été passés. Parce que c'est une entreprise privée, ce sont des marchés publics. Et le fait d'avoir que l'ancienne gouvernance ait fait, est-ce que c'est ça ou non qui cause les difficultés, est passé de multiples marchés avec, bien sûr, plusieurs entreprises qui ont répondu. Et c'est vrai que, des fois, on se retrouve avec des disparités entre les différentes entreprises par rapport à la régie qui a été mise en place, qui existait déjà. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a des disparités. Mais là, je ne suis pas sûr que c'est ça exactement le fond du problème, vraisemblablement. J'entends ça aussi, mais comme ça se voit d'ailleurs, hein, ce qui se passe, c'est sous la houlette de la direction du travail que les négociations sont mises entre le patron et ses salariés et les syndicats, etc. Donc, ce qui fait que on verra bien ce que ça va donner, mais ce qu'on espère, nous tous, c'est que bien sûr que le dialogue et qu'on puisse trouver une solution pour que bien sûr que les usagers puissent en profiter. Et quand je dis usagers, et comme l'a dit Madame Delors, quand je disais des personnes qui sont en difficulté, oui, parce que les autres personnes, bien sûr, ils ont un autre moyen de locomotion. Ils font un choix environnemental, etc. très souvent, mais ils ont souvent un véhicule, et ce sont toutes les analyses et tous les chiffres le disent, ils ont un véhicule très souvent à leur domicile, ils décident de le laisser ou de le rapprocher, de prendre soit le TCSP ou soit de prendre le transport en commun. Mais ils ont une solution de repli, ces personnes-là. Mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas de solution de repli et qui n'ont pas les moyens de payer un taxi tous les jours, qui n'ont pas les moyens de payer un taxi pour emmener leur enfant à l'école. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on arrive avec le dialogue social dans ces entreprises et qu'on puisse trouver des solutions rapidement dans le service public. Parce que la différence entre nous et l'Hexagone, ce qui se passe là en France avec la grève du 8 mai à la RATP, eh bien, 9 trains sur 10 seront disponibles, par exemple, dans certains secteurs. Il y a des secteurs, c'est une moyenne, il y a des secteurs qui seront plus ou moins en difficulté, mais il y a un service minimum qui est mis en place. Et très souvent, ça n'existe pas. Et là, ce sont de vraies contraintes pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer. Alors, on a pratiquement terminé, mais je voudrais qu'on parle quand même de la taxe carbone. Costa Croisière abandonne Pointe-à-Pitre comme port de base au profit de la Romana, c'est-à-dire en République dominicaine. Ça, c'est... Alors, nous ne sommes pas encore concernés, je crois, mais nous, c'est très vite, très bientôt. Oui, on sera concernés. Pourquoi? Parce qu'on est soumis, comme la Guadeloupe et Costa, bien sûr, vient ici, on est soumis aux règles européennes. Et l'Europe a mis en place une taxe carbone. Il faut donner le montant. Le montant, c'est 240 € par voyageur. Donc, imaginez-vous l'augmentation du prix des billets. Et ça se traduit, comme tu l'as dit, par Costa qui a décidé d'aller à la Romana en République dominicaine, parce que la République dominicaine ne fait pas partie de l'Union européenne, donc n'est pas soumis à cette taxe-là. Billet d'avion? Non, pas billet d'avion. Là, pour l'instant, c'est les bateaux, pour la croisière. Cependant, par rapport à ce que tu es en train de dire, d'ici 2030, nous serons soumis, et pour les billets d'avion, cette taxe sera mise en place en 2030. Donc on a un enjeu de 240 € supplémentaires qui risque de nous arriver, nous, quand on connaît déjà le prix des billets d'avion et les difficultés qu'on a à se déplacer, ça risque de donner un enjeu très compliqué. Et le fait que Costa parte de la Guadeloupe et en République dominicaine, derrière, il y a des enjeux financiers très importants. Pourquoi? Au-delà du prix des billets qui vont augmenter, mais la Guadeloupe, c'est une grosse perte, parce que c'est 18 000 à 20 000 passagers qui arrivent à l'aéroport de Guadeloupe, Paul Caraïbe, maintenant c'est Maurice Condé, qui arrivent et qui vont prendre le bateau de croisière. Donc ce qui fait qu'il y aura un effondrement du nombre d'arrivées et de personnes qui vont se rendre en Guadeloupe. Et ces personnes qui viennent là, qu'est-ce qu'ils font? Il y a des opérateurs qui les aident à venir. Des fois, ils passent une journée en Guadeloupe, voire deux. Après, ils peuvent décider ce tourisme de croisière, de faire le tourisme de séjour, de venir passer plus de temps dans ces territoires-là. Et je trouve qu'à ce niveau-là, qu'on aurait dû trouver une dérogation et trouver des solutions. Mais il y a aussi les agences de voyage qui vont se retrouver en grande difficulté. Et pour se déplacer, les Martiniquais ou les Guadeloupéens qui payent des billets de croisière moins chers, on va voir les coûts augmenter parce qu'ils vont devoir, par exemple, aller des fois en République dominicaine pour pouvoir partir. Ou aller à Miami directement. Voilà. Un petit mot sur ça, Michel? Nous sommes européens. Ah, d'accord. Oui, ça se voit pas? Madame Delors. Non, nous sommes soumis à la réglementation européenne parce que nous avons choisi d'être français européens. Avec une identité on a choisi vous, non? Oui, nous on a voté. Monsieur le maire. Oui, moi je crois qu'on a choisi peut-être pour nous, mais que nous continuons de choisir et de réaffirmer en permanence notre choix. Donc c'est bien notre choix, mon cher Michel. Mais par ailleurs, concernant les croisières,
c'est vrai, on est européen, donc il y a du bon et il y a du moins bon. En l'occurrence, l'intention est bonne. Il s'agit de conduire ces compagnies, parce que c'est un des modes de voyage les plus polluants qui soient, hein, la croisière. Il faut le savoir. Hein. Faut le savoir. Parce que ils rejettent les eaux usées à la mer. Hein. Avant, ils jetaient les déchets aussi. Maintenant, ils rejettent les eaux, mais il faut voir ce qu'ils rejettent. Hein. Bon, vous imaginez. Ouais. Bon. Donc, alors ils attendent d'être au large. Hein. Ils ne font pas en longeant le Carbet. Mais heureusement. Bon. Mais la plupart ils sont censés en avoir. Ils sont censés, mais la plupart ne font pas ou peu de traitement. Et les rejets des gaz, ça pollue peut-être pendant une année de croisière tout autant, sinon plus que nos voitures. Donc c'est vrai qu'on a envie de dire, bah, écoutez, qu'est-ce que vous faites? Faites des efforts. Et c'est toujours la même problématique. Quand on dit faites des efforts ici, ils vont ailleurs. Moi je me souviens de l'époque, hein, je trouve que dans une autre vie j'avais un autre métier, et qu'est-ce qu'ils faisaient les Américains, par exemple? Comme ils avaient de vieux matelas dans les hôtels, etc., notamment Marriott a fait ça, eh bien, on leur demandait de payer pour détruire les vieux matelas. Il faut savoir que techniquement, c'est très compliqué, hein, parce que ça brûle mal, il y a des ressorts, c'est très compliqué. C'est en matière de traitement, c'est un élément compliqué, un produit compliqué à traiter. Et donc, on fait payer un peu plus. Eh bien, comme on leur faisait payer aux États-Unis, ils chargeaient les matelas sur les bateaux de croisière et ils les débarquaient dans les ports de la Caraïbe. Et dans les ports de la Caraïbe, eh ben, qu'est-ce que les pauvres Caribéens faisaient à Sainte-Lucie, par exemple? J'ai vu ça de mes yeux. Eh ben, ils prenaient les matelas et puis ils les mettaient en décharge. Alors, dans un pays comme, si vous faites ça à Haïti, je suppose ce qui se passe, même à Sainte-Lucie, ça se passait un peu. Les malheureux, ils allaient récupérer le matelas. Parce que, bon, voilà, c'était des matelas d'occasion, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, je prends ma merde chez moi et je la dépose chez le sous-développé. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Comme on leur demande de respecter des règles et que ça va leur coûter de l'argent, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils se déplacent. Ils vont à Santo Domingo, qui dit, bah, venez, nous, on n'a pas d'argent, on a des gens qui ont besoin de manger, on est malheureux, etc., ben, venez chez nous. Et c'est vraiment triste aussi de devoir prendre des décisions comme celle-là, de devoir accepter, c'est comme les produits qu'on envoie dans les pays sous-développés, en Inde, au Pakistan, en Chine, qu'on récupère dans le monde entier, et puis vous avez des gamins qui brûlent des fils électriques pour récupérer le cuivre. Et toute leur vie, enfin une bonne partie de leur vie, ils ne font que respirer ces vapeurs nocives. Et à côté de ça, vous avez dans les pays riches, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité, c'est ça la souffrance des hommes. Et on en a les victimes dans la Caraïbe. Karine, sur ce sujet? Je pense qu'en tant que territoire insulaire, on devrait avoir une autre approche par rapport à nos territoires. Hein, parce que nous ne sommes pas les plus gros pollueurs et nous avons des défauts de mobilité majeurs. Donc, autrement dit, on est obligé de prendre l'avion, même si par éco-responsabilité, on peut envisager d'autres modes de trajet quand c'est possible, ou bien des voyages moins longs, etc. Mais ça appartient à chacun. Mais déjà, en étant pénalisé du fait de notre insularité, l'approche aurait dû être différente que par rapport au territoire hexagonal. Et là aussi, on y travaille. C'est utile. Moi, je pense qu'on devrait plutôt peut-être imaginer une compensation pour nos territoires, parce que je comprends bien que la problématique économique et sociale est importante aussi pour nous, j'allais dire, même surtout pour nous, quand nous ne regardons que nous, mais sans se désolidariser de l'Union européenne, on pourrait peut-être évaluer le préjudice que nous subissons et essayer de trouver un système de compensation de ce préjudice. Moi, je verrais ça plutôt comme ça, plutôt que de dire on pollue, bon, bah écoutez, les autres, ils polluent, nous aussi, un petit peu, et puis tout le monde n'a qu'à polluer. Je pense que, effectivement, nous sommes dans un système européen qui est vertueux, même si je peste contre les excès des écolos. Hein. Je ne suis pas un écolo à tout craint, il y a des excès invraisemblables. Moi, je n'ai pas encore compris l'affaire des bassines.
Enfin, ici, on fait bien des trous pour récupérer l'eau, comme on appelle ça chez nous des mares. Je peux très bien expliquer le phénomène des bassines. Bon, donc... ça sera lors d'une prochaine émission. Mais les écolos à tout craint, non. Mais par contre, effectivement, tenir compte de notre situation particulière. Mais c'est évident que, quelle que soit l'approche, c'est la situation particulière qui doit être tenue compte, parce que nous sommes des régions ultra-périphériques, et que l'Europe, il y a un article, l'article 349 du traité européen, qui fait que l'Europe peut prendre des mesures particulières. Absolument. Il faut faire valoir nos droits. Est-ce que ça veut dire que ce sont les politiques qui doivent monter au créneau sur ça, les députés, les sénateurs et compagnie? Tout à fait. Notamment les députés européens. Nous avons des députés européens, etc. Et aussi au niveau national, parce que c'est un sujet, c'est la France, en tout cas l'Hexagone, au niveau des ministères, ils doivent se saisir aussi de ce sujet, parce qu'il faut qu'il y ait un plus... Parce que c'est moins embêtant pour l'Europe, quand le bateau il ne peut pas aller en Italie, il ne peut pas non plus aller en Grèce. Donc, c'est plus embêtant pour eux. Alors qu'ici, il va tout simplement à quelques centaines de kilomètres à Santo Domingo. Exactement. Et voilà. Donc la situation n'est pas la même. Elle nécessite, tu as raison, un traitement particulier, dérogatoire. Bien. Merci beaucoup à tous les... Mais toi, nous avons trouvé quelque chose. Nous avons trouvé une solution, là. Mais... Là, je regarde autour de la table, là, je vois que vous pouvez monter une liste ensemble. Hein. Vous êtes vous êtes plus ou moins d'accord sur certaines choses. On l'a déjà fait. Hein, Michel? Pardon, je n'ai pas bien compris ce que tu veux dire. Bon, en tout cas, s'il s'agit d'un travail dans l'intérêt de la Martinique... Voilà, mais c'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Bon, maintenant, il y a ce qu'elle a appelé tout à l'heure, à juste raison, la politique politicienne. Bon, on veut, M. Retailleau veut tailler des coupières à Marine Le Pen et il chasse sur les terres de Marine Le Pen et puis c'est tout. Bien, on va les laisser se débrouiller là-bas. Ah oui. Je vous souhaite un bon jeudi férié. Hein? Merci à toi aussi. Bonne fête nationale demain. Fête nationale aussi. Il y a des représentations de l'appartenance et de la communauté nationale, la commémoration. Donc j'invite les uns et les autres, dans leurs communes respectives, à s'associer à ces mouvements de commémoration. Il y a le 8 mai, nous devons regarder parce que la résistance française a participé, et notamment les FTP. Beaucoup de Martiniquais. Beaucoup de Martiniquais, mon propre père d'ailleurs, qui ont participé à écraser la barbarie nazie. Et puis il y a le 9 mai aussi, où il y a l'URSS qui a écrasé aussi la barbarie nazie. Très bien. Alors, juste aussi pour l'éruption de la montagne Pelée. C'est ce que j'allais dire aussi. Ce que j'allais dire. Et n'oublions pas que le 10 mai, c'est la commémoration nationale de l'abolition de l'esclavage. Moi, je le 10 mai, c'est la date qu'ils ont national. Nous, on est plus sur le 22 mai. Moi, je veux le 8, je veux le 22, je veux tous les jours, parce que ce crime sans nom, il mérite qu'on s'en souvienne tous les jours. Mais je ne veux pas que ce soit l'occasion d'une justification, d'une victimisation qui, à mon avis, est paralysante pour la Martinique. Non, moi je voulais juste te dire que ce long week-end pour certaines personnes, je les appelle à la prudence, notamment sur les routes, parce que nous sommes quand même déjà en Martinique à 15 décès, malheureusement 15 décès des jeunes Martiniquais qui sont partis entre 18 et 34 ans, alors que l'an dernier, on était à 7 décès, imaginez-vous, 7. Là, on est déjà à 15 décès. Et la dernière fois qu'on retrouve des chiffres aussi importants et aussi graves, c'était en 2017. 2007. Donc, ce qui fait que, non, 2017, j'en suis sûr. Donc, ce qui fait que faites attention quand même. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien avec le fait qu'on ait brûlé des radars? Ça, je sais pas, par contre. Bon, en tout cas, malheureusement, les chiffres sont c'est intéressant, vous regardez ça. Ah, vous parlez de Radarman, c'est ça? Bon, allez. Bon week-end à tous et à bientôt. Soyez prudents et à bientôt. Merci, à bientôt.